Moyen, bienvenue à toutes et à tous au nom de la Commission européenne dont je suis le représentant au Luxembourg. Un grand merci tout d'abord à nos deux invités du midi d'aujourd'hui qui nous apportent une vision européenne et scientifique. Monsieur D'Acunto est chef de l'unité industrie et consommation à la Commission européenne et le professeur Alouk est membre de l'Académie lorraine des sciences de Nancy, professeur en retraite de chimie et biochimie. Et merci, bien sûr, encore une fois, à nos collègues du Bureau du Parlement européen au Luxembourg et au Centre européen des consommateurs du Luxembourg. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les produits cosmétiques ne se limitent pas aux produits de beauté. C'est la première chose à laquelle on pense, mais en fait, les produits d'hygiène du quotidien, tels que shampoing, déodorants, les crèmes, tout ça, ça rentre aussi dans la catégorie des cosmétiques. Donc, il s'agit d'un thème d'une grande importance pour beaucoup de consommateurs qui est lié à notre santé, à la santé des consommateurs, de nous, et donc, du même temps aussi à la protection de l'environnement. Récemment, une étude publiée dans la revue Environmental International a révélé la présence de microplastiques dans les placentas des fœtus humains. Les chercheurs ont estimé que ces particules pourraient provenir des cosmétiques utilisés par les mères. L'Union européenne réglemente depuis 45 ans sur les produits cosmétiques. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il y a donc une législation européenne en place. Peut-être la plus connue, c'est la législation européenne REACH. Et il y a aussi une agence européenne des produits chimiques, ECHA, et tout ça, donc c'est pour veiller à la gestion des substances chimiques et à la protection de la santé humaine et de l'environnement. Et donc, c'est dans ce cadre qu'aujourd'hui, nous allons parler sécurité des produits cosmétiques. Et je souhaite un très bon webinaire. Et je cède la parole à Karine Baznar qui fera la modération. Karine, c'est à toi. Merci Stéphane. Bonjour aussi de mon côté et bienvenue à notre Midi du consommateur européen. Je suis Karine Baznar, je suis aujourd'hui votre modératrice et je suis la directrice du Centre européen des consommateurs. Voilà, je voudrais m'adresser à nos intervenants aujourd'hui, mais avant, je voulais dire, vous avez la possibilité de poser des questions par écrit. Vous pouvez les poser en français. You can ask your question in English und auch auf Deutsch können Sie Ihre Fragen stellen. Et voilà, et nos intervenants vont essayer de répondre. On va commencer avec une présentation de Monsieur D'Assunto, suivie de la présentation du professeur Haluk. Et voilà, vous aurez suffisamment de temps pour vos questions. Voilà, avant que je passe alors la parole à Monsieur D'Assunto, je m'adresse à nos intervenants et je voulais vous dire quelque chose que j'ai lu. Il semble qu'une routine quotidienne de bon élève beauté peut parfois atteindre une quinzaine de produits. Une quinzaine de produits qu'on utilise alors d'une routine quotidienne. Alors, ma question, alors, étant en contact avec des substances potentiellement dangereuses, est-ce qu'il faut bouleverser nos habitudes de consommation et laquelle est la stratégie de la Commission européenne? Voilà, je me permets alors et je passe la parole à Monsieur D'Assunto. Merci. Merci à vous et bonjour. Alors, je vais essayer de partager une présentation en commençant par les débuts, comme il se doit. Et merci beaucoup pour cette opportunité. En fait, je suis à la tête d'un petit peloton de collègues. On est une dizaine à la commission, dans une équipe qui s'occupe spécifiquement des produits cosmétiques. Comme vous l'avez dit, madame, effectivement, nous sommes tous des utilisateurs des cosmétiques au niveau quotidien. Moi, j'ai calculé que depuis ce matin, je fais déjà l'utilisation de 5 produits cosmétiques. Je vais m'approcher de 15, peut-être je ne vais pas atteindre le chiffre de 15 à la fin de la journée, mais certainement, j'approcherai le chiffre de 10.
Alors, c'est un peloton qui travaille avec beaucoup d'enthousiasme et qui a pour mission de, en quelque sorte, assurer le bon fonctionnement du système des cosmétiques européens. C'est un système qui est considéré assez à l'avant-garde au niveau mondial, qui est le point de repère de plusieurs États tiers et qui, en quelque sorte, met ensemble l'élément juridique institutionnel, parce qu'il s'agit de règles, et l'élément scientifique, parce que nos règles sont quand même fondées sur l'évolution de la science et de la technique. Et donc, nous devons essayer de refléter dans notre code unique, en quelque sorte, qui est le règlement cosmétique européen, et dans ses annexes techniques, toutes les évolutions de la science, pour faire en sorte que, finalement, ce qui compte, ce qui est notre objectif principal, c'est que tous les produits qui sont sur le marché européen, dans le marché unique européen, et qui donc circulent d'un pays à l'autre sans barrière, assurent la sécurité des consommateurs. Donc, l'objectif fondamental est de faire en sorte que ces produits, en s'appuyant sur une base scientifique solide, soient le plus sûrs possible. Évidemment, on n'a pas la capacité, parce qu'on est des humains, d'assurer une sûreté, une sécurité absolue, mais croyez-moi, on fait en sorte d'assurer le plus de sécurité possible à la lumière des connaissances scientifiques actuelles. Alors, dans ma présentation, très rapidement, je vais toucher un peu aux produits cosmétiques parce que, comme on l'a dit à juste titre, il ne s'agit pas que de maquillage, mais il s'agit d'une panoplie de produits beaucoup plus large. Et je vais essayer après d'expliquer un peu quels sont les éléments essentiels liés à la sécurité dans notre système et qui essaie évidemment de s'appuyer sur tout ce que les différentes composantes du système apportent. Donc, nous sommes, Commission européenne, au centre d'un réseau, mais qui est composé aussi des opérateurs économiques, des connaisseurs scientifiques, des experts scientifiques, des consommateurs, et qui donc essaye en quelque sorte de mettre ces éléments ensemble pour que le système soit fiable, soit crédible et soit solide. Voilà, et après je vais aussi toucher un mot à la fin sur les perspectives pour rendre ce système encore plus moderne et pour répondre aux défis du demain. Alors, on disait tout d'abord, pour comprendre un peu de quoi on parle pratiquement, à propos des produits cosmétiques, de toutes les substances qui sont en contact avec les parties extérieures du corps humain, à l'exception de la bouche et des dents, mais sinon tout ce qui est produit qu'on applique sur notre peau et en tout cas sur les parties extérieures de notre corps, et qui ont pour but de nettoyer, de parfumer, de modifier l'aspect, de le protéger aussi et de corriger les odeurs corporelles de notre organisme. Donc, on a des applications qui sont très larges, que, comme je disais, comme on disait tout à l'heure, bon, au-delà de l'aspect décoratif, de l'aspect de beauté, de l'aspect purement de maquillage, mais qui portent aussi sur des produits d'hygiène de tous les jours. Et donc, le savon, le shampoing, les déodorants, le dentifrice, et aussi des produits de protection, comme par exemple les crèmes solaires. Et dans ce sens, on a un système européen qui a une vision beaucoup plus large des produits cosmétiques par rapport à d'autres systèmes, comme par exemple aux États-Unis ou au Canada, où des produits comme les crèmes solaires ou les dentifrices ne sont pas considérés comme des cosmétiques, mais sont soumis à un autre système réglementaire. D'où l'importance de ces produits cosmétiques qui va un peu au-delà de la perception habituelle qu'on peut avoir. Quand on dit d'ailleurs, quand on prononce le mot cosmétique, on pense à quelque chose d'assez superficiel, marginal. Alors que là, on est vraiment en train de parler de, comme j'ai dit, produits qui apportent une plus-value claire, nette, quelquefois irremplaçable en matière d'hygiène personnelle et qui ont même une importance en termes de protection de la santé. Et la preuve, on l'a eu et on est en train de l'avoir pendant cette crise Covid. Un des commandements principaux qui est répété systématiquement est celui de se laver les mains. De se laver les mains bien avec le savon. Et le savon est un produit cosmétique. Et ça, c'est un des premiers gestes barrières qui est constamment utilisé par les autorités pour inviter à faire un usage très large. Et il y a aussi une connotation qui va même au-delà de l'aspect physique,
et sur lesquels on insiste ces derniers temps, c'est le bien-être psychologique en termes d'estime de soi que les produits cosmétiques apportent. Donc, comme vous voyez, une série de réflexions qui vont vraiment au-delà de l'aspect purement décoratif. Alors, je disais tout à l'heure que la pierre angulaire de notre système des cosmétiques au niveau européen est celui de la sécurité des produits. Une sécurité qui ne doit pas juste être affichée, déclarée, mais qui doit être aussi démontrée, prouvée et reportée, et qui est évidemment aussi assujettie à des contrôles. Donc, elle doit être prouvée par les opérateurs, elle doit être contrôlée par les autorités. Et cela concerne évidemment la composition du produit, mais cela concerne aussi la présentation du produit et aussi les informations qui sont attachées au produit, qui ne doivent pas être trompeuses et qui ne doivent pas vanter des mérites ou des caractéristiques d'un produit que le produit n'a pas. Donc, il faut que l'information soit correcte, transparente et non trompeuse vis-à-vis du consommateur. Et nous avons aussi un système de notification unique. Nous avons un portail européen qui est géré par nous-mêmes, par la Commission européenne, dans lequel toutes les catégories de produits cosmétiques qui sont sur le marché européen sont notifiés. Donc, vous avez un registre complet, exhaustif, où tous les produits sont enregistrés au niveau à nouveau européen et pas uniquement au niveau national. Ce qui permet évidemment, dans cette sorte de registre de tous les produits européens, à chaque autorité nationale, quand il y a un problème, de remonter à ce produit et de retrouver et de retracer les caractéristiques et tous les éléments essentiels. Alors, sécurité des produits, je disais tout à l'heure, et là c'est plutôt le côté scientifique, signifie sécurité des ingrédients. Donc, les propriétés physico-chimiques, le profil toxicologique, le niveau d'exposition d'un produit, et ça, tout cela c'est pris en compte dans l'évaluation de la sécurité. Évaluation qui est basée sur le risque, c'est-à-dire il faut que toute substance, même les substances qui potentiellement sont dangereuses, soient soumises à une évaluation du risque effectif. Ce n'est pas parce qu'une substance en tant que telle est dangereuse qu'elle est automatiquement interdite sur le marché, parce qu'il y a des conditions qui peuvent être, et des contraintes et des limitations, des conditions qui peuvent être liées à l'utilisation d'une substance qui font que la substance ne présente pas de risque dans sa présence dans des produits cosmétiques. Tout cela, comme je disais, est fondé sur des systèmes de preuves scientifiques. Comment ça marche concrètement? Il y a deux chaînes initiales en termes de sécurité des cosmétiques. Je laisse de côté maintenant ce qui se passe ex post, qui incombe plutôt aux États membres, qui doivent exercer la sécurité du marché, et j'y reviendrai tout à l'heure. Je parle ici sur ce que doit faire l'industrie principalement. Elle doit d'abord indiquer tous les ingrédients dans les produits finis et doit apporter un dossier d'information d'un produit qui contient aussi une évaluation de la sécurité. Évaluation de la sécurité qui est assurée, qui est garantie par un évaluateur de sécurité, quelqu'un qui a une qualification professionnelle de haut niveau et qui donc, sur le plan scientifique, peut certifier qu'un produit, de par sa composition, est sûr. Et il y a une autre personne, qui est la personne responsable, qui doit certifier sur le plan juridique que le produit qui est mis sur le marché répond, satisfait toutes les exigences, toutes les conditions qui sont prescrites et imposées par notre règlement cosmétique. Et évidemment, c'est aussi à l'entreprise de faire en sorte que la manière dont le produit est présenté, la concentration d'une substance, etc., que tout cela réponde à une gestion des risques qui soit conforme au règlement. Et après, il y a le rôle de la Commission, qui est celui de faire en sorte de vérifier que les ingrédients qui sont utilisés ne sont pas interdits, qu'ils ne sont pas, qu'ils ont été l'objet d'une autorisation préalable dans certains cas, et qu'en tout état de cause, tout ce qui est réglementation générale répond à l'analyse qui a été faite par un comité scientifique de la sécurité des consommateurs, le CSSC, qui d'ailleurs est basé à Luxembourg
et qui est composé de scientifiques professionnels qui ont été choisis pour leurs compétences et leur indépendance. Et donc, c'est au comité d'émettre des avis scientifiques sur des substances, en nous indiquant, par exemple, si une substance doit être interdite ou si la concentration d'une substance doit être limitée. Et ce sera alors à la commission de tenir compte d'une manière très scrupuleuse, et là, c'est la gestion du risque. Donc, après l'évaluation scientifique, il y a la gestion réglementaire du risque, et c'est à la commission de s'appuyer scrupuleusement sur ce que le comité scientifique a dit, pour refléter cela dans notre annexe, dans nos annexes du règlement cosmétique, et donc de mettre à jour constamment, nous le faisons pratiquement tous les ans, avec une cadence plus qu'annuelle, la liste des autorités, la liste des ingrédients autorisés, des ingrédients qui sont interdits ou des ingrédients qui peuvent être utilisés seulement à certaines conditions. Et pour vous donner une vision d'ensemble, nous avons pratiquement aujourd'hui presque 2000 ingrédients, substances, qui sont soit interdits, donc on a 1650 ingrédients qui sont interdits dans la liste de l'annexe 2 du règlement cosmétique, et on a plus de 300 qui font l'objet de restrictions spécifiques. Alors, j'ai ici cité une substance qui n'est pas interdite, qui est le peroxyde d'hydrogène, mais qui fait l'objet de restrictions en fonction du type d'utilisation. Et comme vous voyez, s'il s'agit d'un usage qui est fait par moi, qui ne suis pas un professionnel, on peut l'utiliser seulement à une concentration très très basse, alors que la concentration peut augmenter si le produit qui contient cette substance est appliqué par un professionnel. Dans le blanchiment des dents, évidemment. Et donc, il y a une introduction dans la bouche. Si par contre, la même substance est utilisée à l'extérieur, donc pour le cheveu ou pour la pilosité faciale, cette concentration augmente. Et en tout état de cause, on a aussi des avertissements sur les étiquettes qui peut indiquer quelles sont les limites. Par exemple, éviter le contact avec les yeux pour faire en sorte que l'utilisation ne dégénère pas sur des risques pour l'utilisateur. Donc, comme vous voyez, il n'y a pas de solution noire et blanche. Il y a évidemment aussi des situations où une substance peut être carrément interdite. Et là, vous avez une liste de 1650. C'est la liste la plus longue au monde. Juste pour donner une idée, aux États-Unis, on a une liste de 11 substances qui sont interdites. Donc, ça vous donne un peu l'idée de comment détailler et à quel point on est scrupuleux au niveau européen, bien qu'il faut toujours et constamment mettre à jour cette liste. Mais c'est pour vous donner une idée qu'il y a aussi des solutions grises, donc, dans lesquelles il faut évaluer quelles sont les limites. Et après, on a toute une catégorie de substances qui peuvent être utilisées seulement si elles sont préalablement autorisées. Et cela porte sur les colorants, les agents conservateurs et les filtres UV pour la protection contre le soleil. Et là, vous avez la liste d'environ 250 ingrédients qui ont été acceptés jusqu'à maintenant, après avis favorable, je répète, du comité scientifique. Donc la commission ne s'est jamais écartée des indications scientifiques du comité qui est basé à Luxembourg. Alors, la composition est une chose, mais il y a aussi l'information concernant le produit qui est partie intégrante du système de sécurité. L'étiquetage doit être complet, doit être exhaustif. Les ingrédients doivent être indiqués en ordre décroissant. Et il faut qu'ils soient tous mentionnés sur soit l'emballage, soit dans le produit même, ou si ce n'est pas possible, dans un document qui accompagne le produit, s'il ne peut pas être présent directement dans le produit. Pensez à un savon qui est vendu comme ça, évidemment, il n'est pas possible de mettre la liste sur le produit lui-même ou s'il n'y a pas d'emballage. Donc, il faut que l'information soit quand même accessible à côté du lieu, dans le lieu de vente. Et il y a aussi quelquefois des allégations sur les mérites d'un produit qui sont affichés. À nouveau, les allégations ne doivent pas tomber du ciel, mais doivent être basées sur des évidences qui sont apportées par l'entreprise.
on a quelquefois, par exemple, des allégations concernant l'absence de certains produits ou le fait qu'ils ne sont pas basés sur des tests sur animaux. Il faut que cela réponde à la réalité et que cela puisse être démontré avec des évidences scientifiques à l'appui. Je reviens un moment sur le portail unique des produits dans l'Union européenne auquel je faisais référence. Et je voulais juste vous donner, sans entrer trop dans les détails, un peu l'ordre de grandeur. On parle de presque 2,5 millions de catégories de produits de cosmétiques qui sont présents sur le marché européen. Et juste pour vous donner une idée, en 2020, donc l'année passée, on a eu 300 000 produits cosmétiques, pas individuellement, mais des types, des catégories qui ont été notifiés dans le portail unique. Et tous les jours, on a une moyenne de 800 produits nouveaux qui sont notifiés dans ce portail. Ce portail qui est à la disposition évidemment des autorités compétentes pour la surveillance du marché et aussi au centre de poison en cas de troubles pour la santé des utilisateurs. Alors, la cosmétovigilance consiste dans le fait que le consommateur peut être exposé à des effets indésirables. Ils ne sont jamais exclus parce que le fait qu'un produit doit être sûr ne signifie pas qu'il y a un risque zéro dans la réalité. Alors, la plupart des effets indésirables sont des effets non graves, donc des effets passagers et assez superficiels. On peut avoir quand même des cas dans lesquels on a des effets indésirables plutôt graves. Et quand cela se vérifie, le consommateur peut évidemment signaler ces problèmes, non seulement à l'opérateur via la personne responsable, qui, comme je disais avant, est celle qui doit garantir le respect des règles, mais elle peut aussi s'adresser aux autorités nationales qui après peuvent évidemment prendre les mesures nécessaires. En première instance, c'est à la personne responsable et au fabricant d'apporter les mesures correctrices, de discuter avec le consommateur s'il y a un problème et de trouver une solution aussi pour la suite pour tout le monde en termes de changement de la composition du produit ou avertissement qui peut être introduit, etc. L'important, c'est qu'on puisse identifier rapidement quel est le produit et quelles sont les caractéristiques qui sont mises en cause. Là, je viens plutôt vers la fin de ma présentation, c'est à propos de la surveillance du marché. La surveillance du marché appartient aux autorités nationales, évidemment. Nous n'avons pas la capacité d'intervenir par des inspections, par des contrôles sur place dans les laboratoires, etc. Ça, c'est aux autorités nationales de le faire. Et de faire en sorte donc que lorsqu'il y a le non-respect des règles, qu'on puisse apporter les mesures correctrices, soit qu'on puisse sanctionner les opérateurs qui n'ont pas respecté ces règles. La surveillance du marché n'est pas faite d'une manière unilatérale seulement par les États membres, mais aussi d'une manière collective. Donc, on joue dans un réseau et quelquefois, il y a des inspections qui sont faites d'une manière conjointe entre les États membres qui se coordonnent et se fournissent de l'assistance mutuelle. Par exemple, notamment, on a eu des cas assez fréquents en ce qui concerne les produits pour enfants. Et quand il y a un problème sérieux qui apparaît, on a un système d'alerte rapide au niveau européen qui s'appelle RAPEX, qui ne vise pas uniquement les cosmétiques, pour signaler des risques pour la santé qui peuvent résulter d'un produit qui est sur le marché. Les cosmétiques n'appartiennent pas à la catégorie top. Hier, je fais un calcul, c'est la 7e catégorie. Les produits les plus visés sont plutôt les produits, les jouets par exemple, ou les produits électriques, les vêtements, etc. Cela n'empêche qu'on a une centaine de notifications par an qui portent essentiellement sur les produits non européens, donc les produits finalement qui ne sont pas conformes aux règles européennes, bien qu'évidemment on peut avoir des produits d'États tiers qui sont importés en Europe et qui sont tout à fait conformes aux règles européennes. Mais dans la plupart des cas de l'APEX, donc des cas signalés, on a vérifié qu'il s'agit de produits importés. Juste un mot sur l'interdiction des tests sur animaux. Comme vous savez, ça fait partie du patrimoine
réglementaire et en termes de bien-être des animaux de l'Europe, qui a été le pionnier en la matière. Les tests sur animaux sont interdits dans les produits cosmétiques depuis 2013. Il reste encore du travail à faire pour trouver des méthodes alternatives à l'expérimentation animale. Il y a aussi des domaines qui imposent le test sur animaux, qui n'appartient pas au domaine cosmétique, mais qui résultent d'autres réglementations, par exemple en matière de chimie. Et on a eu récemment aussi des discussions pour des tests sur animaux imposés par l'ECA. Mais sachez qu'en ce qui concerne les règles cosmétiques, l'interdiction est claire et nette, a été même suivie par un large nombre d'États. Et on a aujourd'hui une quarantaine d'États dans le monde, y inclut évidemment les 27, qui soit ont déjà introduit, soit sont en train d'introduire des règles similaires qui prévoient l'interdiction sur les tests sur animaux. Et un tout dernier mot pour vous apporter des exemples concrets de substances qui soit ont été interdites dans les cosmétiques, mais qui ne sont pas encore, comme la formaldéhyde dans notre domaine, soit des substances comme le zinc péritium, qui peut paraître un peu un animal bizarre, et qui est utilisé dans presque la moitié des shampoings antipelliculaires qu'on va interdire parce qu'il a été qualifié comme produit, disons, CMR, et donc à risque. Et il y a d'autres catégories de produits, par exemple des perturbateurs endocriniens, qui ne sont pas automatiquement, au moins pas à ce jour, interdits au niveau européen, mais qui font l'objet soit d'une interdiction dans certains cas, soit d'une restriction dans l'utilisation. Et on a aussi l'aluminium, dont on parle beaucoup, qui est très utilisé dans les déodorants, pour lequel le comité scientifique a été mandaté pour émettre un avis scientifique qui sera assez positif et qui donc, dans certaines limites, va accepter l'utilisation de l'aluminium dans les déodorants. Tout dernier mot, je le promets, c'est à propos des perspectives. On va avoir un système qui, comme je disais tout à l'heure, doit changer constamment et qui va changer encore au cours des prochains mois. Et ça portera sur les nanomatériaux, sur les perturbateurs endocriniens, suite à la stratégie pour la chimie soutenable que la Commission a adoptée fin 2020. On a fait un mot sur le microplastique, juste pour rappeler que, évidemment, aussi le secteur cosmétique et l'industrie cosmétique doit donner sa contribution pour la réduction des microplastiques, mais les microplastiques qui résultent des cosmétiques représentent entre 1 et 2% des microplastiques qui sont intentionnellement produits. Donc, c'est une contribution à réduire, mais ce n'est pas une contribution massive, c'est plutôt marginal. Et en termes de digitalisation, on va certainement moderniser le système en ce qui concerne l'étiquetage, avec un étiquetage aussi électronique. Et avec ça, j'ai terminé et je vous remercie beaucoup et je reste évidemment en attente de vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur D'Assunto. Moderniser l'étiquetage, c'était le dernier mot que vous avez dit. Je vois qu'il y a une ou même deux questions dans le chat et je voulais vous proposer de vous poser déjà la première question avant qu'on commence avec la deuxième présentation. Voilà, un consommateur aimerait savoir, Monsieur D'Assunto, la Commission européenne semble avoir baissé en 2015 le taux maximal de concentration des substances propylparabènes et butylparabènes. Pourquoi ça a été fait? Pourquoi la Commission a baissé en 2015 ces taux de concentration? Elle l'a fait certainement en réponse aux avis du comité scientifique. Donc, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons l'initiative de le faire, mais comme j'ai dit tout à l'heure, et c'est bien que maintenant, je ne sais pas exactement vous donner le chiffre de la concentration de ces deux produits, qui d'ailleurs font l'objet aussi d'un monitoring actuel. Mais si on l'a fait en se basant scrupuleusement à la lettre, à la virgule près, à ce que le comité scientifique nous a dit de faire. Merci beaucoup. De toute manière, j'ai trouvé intéressant que vous nous avez donné ouvert cette regard sur ce comité. Moi, personnellement, je ne savais pas que ce comité existe et que ce comité est au Luxembourg. Et justement, dans notre invitation, on avait écrit que l'Union européenne, que c'est nécessaire pour l'Union européenne de mettre la législation constamment à jour avec les avancées scientifiques. Est-ce que c'est ce comité qui justement se prononce à propos des avances scientifiques?
C'est ce comité? Absolument. Nous recevons des données scientifiques de la part de l'industrie, de la part des autorités nationales. Nous les transmettons avec un mandat formel au comité scientifique. Nous lui posons des questions en disant, est-ce que cette substance est sûre? Si elle est sûre, dans quelle limite elle est sûre? Dans quelle limite de concentration et à quelles conditions? Et après qu'on a reçu la réponse du comité scientifique, on agit en conséquence. Donc, on traduit ce qu'est l'input scientifique du comité en langage juridique. Et donc, dans les annexes de notre règlement. Okay. Une dernière question avant qu'on arrive à la fin du professeur Haluk, c'est une consommatrice qui demande: bonjour, les produits testés sur les animaux sont interdits à la vente en Union européenne, mais les composants de ces produits peuvent-ils être testés en Union européenne ou ailleurs, et le produit fini qui comporte ce composant vendu est vendu en Union européenne. Voilà, c'est un peu... Voilà. Alors, le principe, c'est que le test sur les animaux porte tant sur le produit fini que sur les ingrédients. Donc, un ingrédient qui a été testé sur les animaux ne peut pas être utilisé dans un produit cosmétique. Évidemment, il y a d'autres règles qui portent sur la production chimique des produits, donc dans le cadre de REACH. Et là, pour des raisons de protection de l'environnement ou de protection des travailleurs, on peut prévoir des tests sur animaux. Mais ça porte essentiellement sur des produits qui ne sont pas utilisés spécifiquement pour les cosmétiques, mais ça porte sur des substances qui sont utilisées dans une panoplie beaucoup plus large de secteurs économiques. Mais sinon, le test sur animaux porte sur les ingrédients, sur les produits finis, et même sur des ingrédients ou des produits finis qui viennent des pays tiers. Donc, c'est très large. Ok, merci beaucoup. Il y a une autre question, mais je ne sais pas si elle est peut-être pour le professeur Haluk. Je vais la lire et professeur Haluk, si cette question est pour vous, faites-moi signe. Et je pense que c'est une question qui intéresse également beaucoup de personnes. La consommatrice qui dit: il me semble qu'on trouve le formaldéhyde encore dans les vernis à ongles. Est-il interdit dans toute l'Union européenne sur les produits de l'Union européenne et importée? Voilà. Je ne sais pas, c'est une question pour M. Dassounte, vous savez répondre, sinon oui. Le professeur Haluk. Oui, ok. Je peux vous répondre qu'on l'a interdite il y a 2 ans au niveau européen. Donc, c'est interdit partout, produits importés ou produits originaires d'Europe, c'est interdit. Plus de formaldéhyde dans le vernis, c'est ça? Oui. Ok. Je confirme. Ok. Vous confirmez, super. Et voilà, et vous me donnez l'occasion alors de remercier encore une fois M. Dassounte pour votre présentation et d'avoir répondu aux questions. Et je passe la parole à M. Haluk. Monsieur le professeur, j'ai lu, j'ai lu que la liste des principaux types de produits qu'il faut éviter sont ceux qui provoquent le cancer, contiennent des perturbateurs endocriniens, ont été testés sur des animaux, contiennent des allergènes, sont comédogènes. Est-ce que vous allez encore prolonger cette liste? Non, je ne vais pas allonger cette liste, mais je vous rappellerai quand même les préoccupations des substances à risque. Voilà. Alors, merci madame, tout d'abord, de m'avoir invité dans ce que vous appelez le webinaire. J'apporte, si vous voulez, l'aspect scientifique de ce domaine, qui est un domaine évidemment ultra important, celui des cosmétiques. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. Alors, je vous dirai tout de suite qu'il existe 2 catégories de produits cosmétiques. Il y a ce qu'on appelle les conventionnels, les produits conventionnels, c'est-à-dire ce sont ceux qui contiennent des produits chimiques plus ou moins autorisés. Et puis, vous avez les autres qu'on appelle des produits bio, où il y a aussi des produits chimiques, mais autorisés, exclusivement autorisés, et évidemment des extraits de végétaux dans les produits bio. Alors, je mettrai de côté le cas particulier des parfums, parce que les parfums, évidemment, ça existe, on peut les mettre dans les produits cosmétiques. Alors, je dirais tout de suite que les parfums sont surtout des produits conventionnels, c'est-à-dire qu'ils contiennent tous des produits chimiques. Et ces produits chimiques, dans le listing des produits chimiques, il faut avoir connaissance d'un listing de 26 composés exclusivement allergènes.
dans les parfums, je dis bien dans les parfums. Rares sont les parfums bio à 100%, ça n'existe pratiquement pas. Hein. Je peux citer un exemple, le Chanel numéro 5, que tout le monde connaît, qui date de 1925. Eh bien, sachez que déjà à cette période-là, on incorporait le nez de Chanel, qui s'appelait Ernest Beau, incorporait déjà 1% d'aldéhyde, de produits aldéhydes qu'on appelait à 9, 10 et 11 carbone. Voilà. Donc, sachez que le Chanel numéro 5 contient des produits chimiques. Mais il faut savoir connaître ceux qui sont allergènes et ceux qui ne le sont pas. Il y a un listing correspondant. Alors, mais la plupart du temps, les produits, les parfums sont conventionnels. Alors, qui fabrique ces produits cosmétiques? Au niveau de la fabrication, vous avez deux catégories. Vous avez les géants et vous avez les niches. Les géants, ben c'est L'Oréal, par exemple, où vous avez plein de marques, dont la plus connue est Lancôme, bien sûr, mais il n'y a pas que ça. L'Oréal, mais vous en avez toute une série de géants qui fabriquent des produits cosmétiques. Vous avez Procter & Gamble, qui fabrique évidemment, la marque connue, c'est Hugo Boss, et vous avez d'autres produits. L'autre géant, Unilever, avec les produits cosmétiques Axe ou Dove ou Rexona. Shiseido, c'est les parfums Serge Lutens. Beiersdorf, évidemment, le plus connu, c'est Nivea, le produit cosmétique Nivea. Beiersdorf, allemand. Et Henkel, pour terminer, comme géant, Henkel. Alors, Henkel, avec ses produits Schwarzkopf et évidemment Diadermine. Ça, ce sont les géants. Et les autres, je qualifie de niches. Les niches sont très diversifiées. Vous en avez à peu près une vingtaine. Et dans ces niches, je vais en citer quelques-unes. En France, vous avez Aven. Aven est connu et ça a été racheté par Pierre Fabre. Mais vous avez Yves Rocher, qui ne connaît pas Yves Rocher, et puis d'autres tels que l'Occitane. Voilà, ce sont des niches. Et vous avez en plus, dans ces niches, des sociétés qui fabriquent des produits bio, exclusivement biologiques, tels que Weleda, par exemple, hein, W-E-L-E-D-A, et également Léa Nature ou Sanoflore. Sanoflore est très connu aujourd'hui, ou Floram. Voilà. Donc, voilà les fabricants qui nous fabriquent les produits cosmétiques. Donc, ils fabriquent des produits cosmétiques conventionnels, c'est surtout les géants, mais il y a également Yves Rocher. Yves Rocher fabrique des conventionnels. Et puis, vous avez les autres, comme je vous l'ai dit, les Dr Oshka ou les Floram ou les Sanoflore, qui fabriquent exclusivement du bio. Alors, mettons-nous dans la peau du consommateur, qui est évidemment un peu parfois naïf. Il faut qu'il sache que c'est une véritable jungle, les produits cosmétiques. Hein, le piège de la séduction est bien orchestré. Hein, la publicité, alors là, évidemment, les journaux, la télévision, tout ça participe à cette jungle. Et attention, attention, certains fabricants se parent des adjectifs naturels, écologiques, biologiques, alors qu'il n'y a à travers leurs produits qu'un seul extrait de végétaux. Alors, c'est pour vous dire que ceux-ci ne sont pas dignes de confiance et qu'ils utilisent évidemment des produits interdits. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai reçu dans un magazine auquel je suis abonné un échantillon de produits cosmétiques, qui est un soin peau, un soin pour la peau, provenant d'une grande marque française. Et j'ai regardé sur cet échantillon qui était donc collé sur une page, j'ai regardé la composition, j'ai eu la chance de voir la composition, j'ai fait le listing, 54 ingrédients dans ce produit soin de la peau, 5 produits exclusivement naturels et 16 produits indésirables, dont je vais parler bientôt. 16. Et on nous vante ce produit comme étant un produit récent, puisqu'il paraît maintenant. Donc, vous voyez, il faut faire très, très attention au niveau de l'information pour le consommateur. La stratégie des industriels, c'est de dire, ce n'est pas le produit qui est responsable,
des problèmes de peau, évidemment, tels que les allergies ou les irritations, mais c'est la peau de celui qui l'utilise. Voilà leur stratégie à ces industriels. Évidemment, ça ne tient pas la route. Alors, penser que les produits cosmétiques sont sûrs, c'est une illusion, bien sûr, sauf pour les produits bio, évidemment. Alors, le pas le plus important à franchir, c'est évidemment pour le consommateur, c'est de bien soigner sa peau et ses cheveux, donc de se libérer de la publicité. Donc, il faut se concentrer sur le produit. Sur le produit. Eh bien, il faut trouver la clé d'une plus grande transparence. Et c'est l'étiquette qui nous la donne de la composition du produit. Mais la composition, elle est donnée, bien sûr, comme il a été dit tout à l'heure. La liste des ingrédients se fait dans l'ordre décroissant de leur concentration dans le produit final. Et on doit respecter une liste qui s'appelle la liste INCI, c'est-à-dire International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Donc, il faut respecter ça. Alors, pour le non-initié, il existe, si vous voulez, un lexique qui contient les 2000-2500 composés chimiques qui entrent dans la composition d'un produit cosmétique. Ce lexique, moi, je l'ai, et dans ce listing qui donne les produits, dans l'ordre alphabétique, pour chaque substance, vous avez la fonction, c'est-à-dire si ça sert pour la peau, si c'est un additif, si c'est un conservateur, donc la fonction et l'origine, si c'est végétal, si c'est chimique, si c'est animal, si c'est biotechnologique, si c'est minéral. Ça, c'est la première information. Et la deuxième information, c'est l'évaluation de ce produit-là. C'est-à-dire, il y a deux types d'évaluation. Le premier, c'est l'effet sur la peau, savoir si c'est bénéfique ou pas. Et puis, vous avez l'aspect écologique. Et ça, c'est un aspect nouveau, l'aspect écologique. Savoir si c'est dangereux pour les eaux résiduaires, par exemple, ou pas. L'aspect écologique, c'est de plus en plus important. Alors, aujourd'hui, on télécharge des applis sur smartphone. Hein, en à peine 4 ans, eh bien, un tiers des Français ont téléchargé une appli pour traquer les ingrédients indésirables dans la salle de bain. Mais malheureusement, ceux qui font ça, alors je pourrais citer la première des applis, c'est puisque j'étais prof dans une école agroalimentaire, une école d'ingénieurs, l'appli Yuka, YUK, ça a été utilisé d'abord pour les produits alimentaires. Et aujourd'hui, c'est utilisé aussi pour les produits cosmétiques. Alors, dès l'instant que vous voyez un ingrédient écrit en rouge, eh bien, hop, 92% des utilisateurs reposent en rayon le produit. Mais le problème, c'est que ça dépend de ceux qui évaluent. Les applis ne sont pas toujours certifiés scientifiquement. Sauf, il y a si vous voulez, la Fédération des entreprises de la beauté, qu'on appelle la FEBA, elle a un compte Instagram où il y a là une appli qui s'appelle le Lab de Claire et qui vous décrypte les ingrédients cosmétiques. Alors, ce produit cosmétique, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Eh bien, il y a 4 choses. Premièrement, il y a ce qu'on appelle la base, c'est-à-dire c'est la quantité la plus importante. La base, ça peut être des émulsions, c'est-à-dire eau, huile, émulsifiant, ça peut être des gels avec des gélifiants, ou ça peut être des huiles. Les huiles, il y en a de 3 sortes. Vous avez les végétales, vous avez les minérales, et vous avez également les huiles de synthèse. Et on va en reparler des huiles de synthèse. En plus, vous avez des agents actifs qui apportent des soins supplémentaires, tels que par exemple dans les produits cosmétiques, dans les crèmes, il y a souvent de la glycérine. Or, la glycérine est un produit chimique autorisé puisqu'il a une fonction d'hydratation. Voilà. Et puis, vous avez dans un produit cosmétique des additifs, les stabilisants, les conservateurs, les antioxydants, les colorants, et enfin les parfums. Alors, ce qui intéresse le consommateur, c'est de connaître les substances à risque. Quelles sont les substances à risque? C'est un peu mon intervention. Eh bien, sur l'étiquette, si vous voyez
Par exemple, marqué émulsifiant du type PEG ou PEG ou PPG, c'est-à-dire polyéthylène-glycol ou polypropylène-glycol. Eh bien, il faut écarter de suite ce constituant-là. C'est un émulsifiant qui est extrêmement indésirable pour la peau, hein, parce que les produits étoxylés sont des produits à risque. Voilà donc la première catégorie à éliminer. Les deuxièmes, les gélifiants du type acrylate, si vous voyez sur l'étiquette polyacrylate, eh bien, en général, ce sont des produits qui sont des agents filmogènes, un film, à éliminer, produits à risque pour la peau. Ensuite, et surtout, les huiles de synthèse, les silicones, si vous voyez sur votre étiquette diméthicone et dérivés, eh bien, à ce moment-là, il faut l'écarter. Ce sont des substances à risque. Ce sont des substances à propriété indésirable, hein, et en particulier au niveau de la peau et même au niveau du cheveu, parce que le produit-là étouffe la fibre du cheveu. Ensuite, chimiquement parlant, la paraffine qui est une cire qui est obtenue à partir du pétrole, il faut également, si vous voyez ça là dans la composition, il faut l'écarter. Ensuite, les antioxydants de synthèse, on en a parlé tout à l'heure. Hein, non, ce n'était pas les antioxydants, ce sont les parabènes. Eh bien, d'abord, les antioxydants de synthèse du type BHT ou BHA, c'est-à-dire butylhydroxytoluène ou butylhydroxyanisole, eh bien, ça, ce sont des antioxydants chimiques à écarter parce qu'ils provoquent des allergies et plus encore. Et ça, la semaine dernière, j'ai utilisé de la vitamine A en hiver à cause du manque de soleil. Et j'ai eu la curiosité de regarder la composition de ce vitamine A d'origine pharmaceutique. Qu'est-ce que je vois? Incorporation du BHT, c'est-à-dire l'antioxydant en question indésirable dans la vitamine A, ce qui est quand même incroyable dans les produits pharmacologiques. Ensuite, tout à l'heure, on a parlé des parabènes. Effectivement, les risques là des parabènes sont largement sous-estimés. Hein. Il y a deux parabènes indésirables, le méthylparabène et le butylparabène. Pourquoi? Parce que il y a des travaux anglais qui ont montré leur présence dans des tumeurs au sein chez les femmes. Présence de ces substances dans les tumeurs. Donc, vous voyez, c'est quand même très important. Et ces substances-là, on a montré qu'ils avaient une action sur le métabolisme des œstrogènes. Hein. Alors, vous voyez, les tumeurs sont pas loin. Pour la suite des composés indésirables, le DTA, c'est-à-dire éthylène, diamine, tétraacétate, là aussi, c'est un agent chélateur qui est largement utilisé dans le savon. Si vous voyez ça dans le savon, il faut écarter parce que ce produit-là forme des composés stables qui ne sont pas biodégradables, alors qu'il y a des alternatives naturelles. Autre produit indésirable, le phénoxyéthanol, qui est un solvant, qui est un conservateur chimique, mais il est peu satisfaisant pour la peau et il est largement utilisé. Hein, dans le produit de tout à l'heure, où il y avait 56 ingrédients que je vous citais, il y avait du phénoxyéthanol. Les composés d'aluminium de synthèse, eh bien, sont préoccupants pour la santé, mais il faut faire attention. Il y en a deux catégories. Il y a les oxydes et les hydroxydes d'aluminium qui, eux, sont autorisés. Il n'y a pas de problème. Par contre, le chlorure ou le chlorhydrate d'aluminium est toxique parce qu'il bouche les pores de la peau et les complexes aluminium et chlore ou aluminium sulfate empêchent l'élimination de la sueur. Donc la conséquence, évidemment, c'est une inflammation et les glandes sudoripares endommagées. Et pour terminer ce listing, les colorants azoïques. Les colorants sont aussi largement utilisés dans les produits cosmétiques et même en maquillage. Hein, les couleurs sont une des clés de la réussite commerciale. Eh bien, sachez que c'est très préoccupant parfois
sur le plan toxicologique, parce que ces colorants azoïques, je dis bien azoïques, parce qu'il y a des colorants qui sont douteux sur le plan toxicologique, mais il y en a d'autres qui ne le sont pas. Et ceux qui sont douteux, chimiques, peuvent traverser la peau, endommager le foie et même libérer une substance indésirable qu'on appelle l'aniline. Alors, Monsieur ces le colorants professeur azoïques, Haluc, pardon, Monsieur le professeur Haluc, j'aimerais vous poser une question, vu aussi qu'on n'a que 5 minutes et notre midi est malheureusement terminé. Je voulais vous demander, tout ce que vous dites d'une manière si engagée, on voit dans quel jungle, et vous l'avez dit, c'est un vrai jungle. Et je vois les têtes de nos participants, c'est un vrai jungle. Aujourd'hui, on a ici Monsieur Dassunto, chef d'unité à la Direction générale du marché intérieur. Monsieur Haluc, si vous auriez la possibilité de demander quelque chose à Monsieur Dassunto pour que le consommateur sorte de ce jungle, quelle est la question que vous aimeriez poser à Monsieur Dassunto? Est-ce qu'on joue là sur ce que Monsieur Dassunto a dit? Est-ce que l'étiquetage plus modernisé est une solution? Qu'est-ce que vous aimeriez demander à Monsieur Dassunto pour sortir de ce jungle? C'est-à-dire que l'étiquette, c'est, si vous voulez, la référence, l'étiquette. Et le consommateur doit lire l'étiquette des produits cosmétiques. Donc, il faut qu'il ait une connaissance des constituants présents. Ok, et comment? Consulter les lexiques? Comment? Consulter les lexiques dont vous avez parlé, oui, télécharger les applications. Voilà, il y a des lexiques, il y a un lexique comme je vous l'ai cité, et il y a des applications sérieuses comme celle que je vous ai donnée, qui provient de la Fédération des entreprises de beauté. Voilà, ça, vous avez une sécurité derrière tout ça. De toute manière, j'ai fait un listing de ces composés que je viens de vous citer et que vous pouvez, Monsieur Marco, juge, possède ce listing des composés indésirables et à risque. Et ceux qui veulent l'avoir, eh bien, on peut demander à Monsieur Marco Juge ce listing. Parfait. Alors, on va mettre ce listing. Et c'était une autre question. Nos participants ont demandé s'ils peuvent avoir les présentations. Je vais encore demander à Monsieur Dassunto si c'est possible. Et si oui, on va mettre les présentations, par exemple, sur le site du Centre européen des consommateurs, ainsi que la liste du professeur Haluc. Et Monsieur le professeur, il y a encore une question. Et puis, on arrive à la fin de notre midi. Il y a une question d'un consommateur qui demande est-ce que la glycérine végétale, glycérol, est OK? Oui. Est-ce que la glycérine végétale est OK? La réponse est oui. La réponse est oui. Est-ce que vous La réponse est oui. OK, très bien. Et j'aimerais juste dire… La glycérine est largement utilisée. Et elle Super. se situe d'ailleurs en tête de liste de pas mal de produits à base de crème. Parce OK, alors… c'est un agent super, on termine. C'est un agent hydratant et humectant. OK, super. On termine sur cette note positive, mais je laisse encore brièvement la parole à M. Dassunto, je crois qu'il a hâte de répliquer. Micro. Oui. Oui. Non, aucun problème à mettre ma présentation en ligne disponible. Je voulais juste dire que nous, on a la catégorie des substances qui sont soit interdites, soit qui font l'objet de restrictions. On n'a pas de catégorie de substances indésirables. Si une substance est indésirable, le comité scientifique nous donne des indications claires. Soit il faut l'interdire, soit il faut l'utiliser avec certaines limites, avec certaines conditions, avec certains avertissements, etc. Donc, je voudrais un peu rassurer et je voudrais aussi éviter qu'on ait d'autres comités scientifiques et d'autres sources non officielles, parce que sinon, la jungle va devenir encore plus confuse pour le consommateur. Donc, quand le comité nous donne des indications, il les donne sur la base de toutes les études, de toutes les évidences scientifiques disponibles. Donc, il fait un tour d'horizon le plus complet possible de ce qui existe. Donc, je voudrais éviter qu'on puisse un peu stigmatiser ce qui est sur le marché sur la base d'effets indésirables qui ne sont pas très clairement qualifiés sur le plan scientifique. En termes de séparation des compétences, nous, on est régulateurs, mais la compétence scientifique appartient à notre organisme qui est d'ailleurs
dépend d'une autre direction générale qui est la Direction générale de la santé. Donc, c'est pour vous dire qu'on a un système qui ne pourrait pas tolérer des effets indésirables pour le consommateur. Je tenais à le dire. Merci beaucoup, Monsieur Dassounto, de nous avoir rassurés sur ce point. Et je vous remercie de votre présentation. Monsieur le professeur Halouk, je vous remercie pour votre présentation très engagée, très valable. Un grand merci. Et je remercie à nos participants qui étaient avec nous aujourd'hui. Voilà encore les participants qui nous remercient, qui remercient à vous. Merci de mon côté et je passe la parole à Christophe, à Monsieur Schröder. Encore un grand merci aussi à toi, Karine, et nos deux invités, Monsieur Dassounto et Professeur Halouk. C'était un plaisir de vous écouter et lorsqu'on va se rendre maintenant dans la salle de bain, on sait au moins de quoi il s'agit et comment nous, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, sommes protégés au niveau européen. Aujourd'hui, c'était déjà le deuxième midi de consommateurs européens de cette année-ci. On va vous donner rendez-vous d'ici un mois, le 15, plutôt dans 3 semaines. Si je ne me trompe pas, le 15 mars, c'est justement la journée mondiale des droits des consommateurs. Là, vous aurez la possibilité de poser vos questions aux experts du Centre européen des consommateurs, donc sur n'importe quel domaine dans la protection des consommateurs. C'est micro libre, si je puis dire, pour vous de poser les questions dont vous n'avez jamais osé de poser. Ça sera aussi en présence du député européen Marc Angel, qui fait partie de la Commission Marché intérieur et protection des consommateurs au Parlement européen. Et ensuite, le 21 avril, ce sont les personnes handicapées et leurs droits que nous allons vous présenter dans la mesure où ils sont protégés par le droit de l'Union européenne. Se protéger, c'est aussi ce que nous devons faire encore dans les semaines et mois à venir. Pour faire cela, je peux vous inviter, si vous voulez, des masques, de nous envoyer un email à cette boîte de la représentation de la Commission. Il y a entre-temps aussi une livraison de masques du Parlement, donc il y a encore assez que vous pouvez la commander par email, par téléphone, mais évidemment par email, ça serait le plus vite. Je vous remercie tous qui nous ont suivis pendant cette heure-là. Je vous souhaite un très bon après-midi et ce sera aussi un plaisir de vous revoir lors des prochains événements. Tout d'abord, il y aura un EU Talk la semaine prochaine entre les collègues de la Commission européenne et nous sur le sujet des femmes dans les positions de liberté, de leadership, de responsabilité, entre autres avec la ministre Bofading, avec le député Marc Angel et la députée nationale Viviane Reding. Donc là, vous allez recevoir bientôt les invitations et vous êtes tous les bienvenus de nous rejoindre et pour les EU Talk et pour les midis des consommateurs. Avec cela, très bon après-midi à vous tous et à bientôt.